Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc on va parler de la diva, de la rockstar et du consultant. Je m'appelle Antoine Cailly, je suis consultant à Zenica. Et avant de commencer, un petit préambule. Déjà merci aux sponsors pour nous permettre d'être là aujourd'hui. Et puis je vais essayer aussi de clarifier un peu les objectifs de ce talk. Déjà, ça va être d'aller à l'essentiel, de vulgariser grossièrement, mais j'ai que 15 minutes. Et aussi de partager un point de vue qui est subjectif, qui est imparfait, incomplet, que vous pourrez mélanger avec votre avis, qui est aussi imparfait et incomplet. Peut-être que ça donnera des trucs intéressants. Puis au pire, vous aurez perdu que 15 minutes de votre vie. D'où je vous parle, je suis consultante depuis 2009. J'ai travaillé dans plein de petits domaines métiers différents. J'ai fait du client lourd, du back, du front. J'ai fait de l'engagement résultat à 50% et puis à Zenica de l'engagement de moyens. Donc j'ai l'impression d'avoir une expérience un peu variée et un peu longue pour essayer d'en déduire quelques patterns. Donc je commence, présentation des personnages. On va commencer par la rockstar. La rockstar, sur l'axe de l'expertise, c'est celle qui est tout en haut. La personne avec qui on apprend énormément, qui est super forte et qu'on n'atteindra jamais, nous, pauvres mortels consultants en dessous. Mais c'est clairement quelqu'un qui nous tire vers le haut. Et puis un jour, j'ai entendu « On veut des rockstars, pas des divas ». Ah, nouveau personnage, donc nouvel axe. Je décale tout le monde à droite et je mets la diva sur la gauche. La diva, ce que je vais appeler la diva, c'est une personne qui va être forte ou pas forte, mais qui va pas rendre un service à la hauteur de ce qu'elle serait capable de rendre, parce qu'elle va faire passer en priorité d'autres choses avant ça. Dans les faits, si on veut mettre le diagramme à l'échelle subjective, hein, encore une fois, il y a très très peu de personnes que je mettrais dans la case rockstar. Il y en a un peu plus dans la case diva, mais c'est pas des personnes que je mettrais dans la case, c'est plutôt des personnes qui, à un moment donné, dans une situation donnée, ont eu des comportements de diva, et je m'inclus aussi là-dedans. Au niveau des rockstars, il y a des personnes que je mettais un peu sur un piédestal avant de vraiment travailler avec elles. Et en fait, malgré le fait qu'elles aient des contributions individuelles exceptionnelles, il y avait des choses à côté qui m'ont fait un peu réviser mon jugement. Je vais citer 3 exemples. Par exemple, des personnes qui avaient un comportement collectif un peu toxique et clairement qu'on n'aurait jamais pardonné à quelqu'un de junior, mais là, 2 poids 2 mesures parce que la personne vraiment était très forte. Des personnes qui, du coup, comme elles étaient très fortes, avaient un fort pouvoir de décision, ou en tout cas pouvaient infléchir dans un sens ou dans l'autre les choix stratégiques, les choix techniques, et qui peut-être ont pu favoriser le chemin le plus fun à court terme, même si c'était pas forcément le chemin le plus durable à long terme ou le plus rentable à long terme. Et puis, le fait qu'une rockstar, c'est souvent la personne qu'on appelle quand il y a des problèmes insolubles. Mais quand il n'y a plus de rockstar, les problèmes insolubles, ils sont plus résolus, à moins que la personne ait pris le temps de faire monter en compétence l'équipe, de partager, etc. Et pour moi, le fait de faire en sorte que ça se passe bien après qu'on soit parti, ça fait aussi partie intégrante du service, et pas seulement de faire en sorte que ça se passe bien quand on est là. Donc voilà, donc au final, peut-être des gens que j'aurais mis en rockstar et que j'ai pas forcément laissé dans cette case-là après coup. Mais de toute façon, on essaye de ne pas être des divas, on ne sera jamais des rockstars, donc qu'est-ce qui reste ? Les petits plus, ce que je vais appeler les petits plus, en fait, c'est quelque chose, une fois qu'on a rendu, on fait notre travail correctement, on rend le service attendu, et c'est le petit truc qu'on va faire, on n'est pas obligé de faire, c'est pas forcément très coûteux, mais ça va apporter un petit peu de valeur, et voilà, c'est quelque chose qui part de notre initiative et qui n'est pas forcément demandé. Quelques exemples, par exemple, je ne vais pas citer tous les exemples, mais je vais les mettre à la fin, mais sinon j'ai pas le temps. Donc, par exemple, proposer un rapport d'étonnement, ça c'est quelque chose qui peut nous être demandé, mais si c'est pas demandé, rien n'empêche de le faire, de le proposer de notre propre initiative.
c'est un peu banal, mais en fait, ça peut apporter quand même quelque chose. C'est intéressant. Souvent, c'est au début du projet ou quand on arrive dans une équipe. Donc, ça apporte un regard neuf. Voilà. Créer ou compléter de la doc, bah, souvent, d'un point de vue collectif, c'est super apprécié. Personne ne veut le faire. Dire merci ou bravo, ça, on a plein d'occasions de dire, de critiquer, de dire ah ça pourrait être mieux, etc. Mais on a autant d'occasions de dire bah ça c'est cool, ça j'ai bien aimé, ça voilà. Voilà, c'est voilà, des trucs qu'on pourrait considérer comme banals. Moi, je considère ça plutôt comme crucial pour d'un point de vue collectif et pas que. D'autres exemples de petits plus qui m'ont été donnés par des collègues. Là, c'était plutôt pour vraiment montrer que en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire chacun. Suivant ses appétences, en fait, chacun va pouvoir trouver des petits trucs à ajouter. Par exemple, moi, d'un point de vue pro-perso, je vais avoir du mal à aller tous les jours chez le client. Mais pour Benoît, ce sera plus simple parce que lui, voilà, pour son organisation, c'est plus simple. Donc, chacun va trouver un peu ce qui l'arrange. Et du coup, à mon avis, après, en faisant ça, on va générer un cercle vertueux qui va nous amener une certaine confiance. Ma théorie, c'est ça, c'est que si une personne fait 2-3 petits plus sans qu'on lui ait demandé, en fait, on va vite se dire que cette personne-là, elle n'est pas là juste parce qu'on lui a dit d'être là, elle est là vraiment parce qu'elle a envie de rendre un service. Et ça va être vrai aussi à l'échelle d'une entreprise. Si 2-3 personnes ont ce genre de comportement et font partie de la même boîte, il ne va pas s'écouler longtemps avant qu'on dise les gens dans cette boîte-là, ils ont tendance à rendre un service un peu plus que la normale, on va dire. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, ça part au final d'une remarque qu'on m'avait fait dans les premières années à Zenica, où la personne nous mettait pas en concurrence avec d'autres ESN et disait généralement on est content parce que vous faites le taf et en plus à chaque fois vous apportez un truc un peu spécial qui change suivant les caractères de chacun, mais c'est intéressant. Donc ça, c'est un exemple pas de mise en concurrence, c'est un exemple de marque de confiance. Il y a aussi moins de flicage, ou un flicage à deux vitesses, un peu plus pour les autres, un peu moins pour nous. Inversion des rôles en entretien de mission, où c'est plutôt le client qui va justifier pourquoi on devrait aller chez lui que l'inverse. Ou quand il y a des sujets un peu pointus, mais du coup un peu plus intéressants, on va aller chercher on va avoir tendance à aller chercher en priorité les gens qui ont montré qu'ils étaient intéressés par le truc, etc., etc. On pourrait en citer d'autres. Et du coup, voilà, ça génère un cercle vertueux, mais avant d'en parler, je vais parler du cercle vicieux, que vous reconnaîtrez, je pense. Donc imaginons des expériences passées pas terribles, une réputation du secteur du type c'est tous des marchands de viande, donc un client méfiant, et du coup, quitte à être déçu, autant payer le minimum. Donc un prix au ras des pâquerettes. Du coup, dès le début du projet, dès le début de l'intervention, une pression sur le temps consommé, histoire de ne pas tout cramer et de perdre de l'argent au final. Et à l'arrivée, un service minimum, et du coup qui va renforcer la méfiance du client et qui va confirmer ses craintes. Et c'est comme ça que le cercle vicieux naît. Et j'ai entendu par le passé un manager dire clairement que la stratégie assumée, c'était on répond au client ce qu'il veut et après on négocie pour que ça rentre et qu'on n'ait pas à perdre de l'argent au final. Donc là, dès le début, c'est très frustrant parce que dès le début, on sait qu'à la fin, on ne sera pas au rendez-vous. À la fin, on ne va pas donner quelque chose de satisfaisant pour personne. Malgré ça, dans cette même entreprise, on arrivait avec quelques clients à avoir une relation où vraiment, malgré que ce soit marché public encadré, donc normalement, et logiquement c'était le cas, assez objectif sur les critères de décision, etc., on arrivait pendant certaines périodes à avoir tous les marchés, à tel point qu'ils nous appellent un jour en disant le prochain, vous ne l'aurez pas parce qu'on va nous accuser de corruption ou quoi que ce soit, donc on ne va pas vous le donner exprès. Donc, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas content de vous. Donc comment on a réussi à avoir ce genre de relation de confiance qui n'était pas c'était un peu une exception dans l'entreprise, mais c'était pas gagné dans l'environnement où on était. Et pour moi,
c'est un cercle vertueux à base de petits plus. Parce que clairement, on n'a pas fait des crunchs pendant 2 mois à travailler jusqu'à minuit pour livrer plus de features et tout. C'est pas ça qu'on a fait. On a plus montré qu'on était vraiment intéressé par résoudre le problème. On a pris le temps de bien comprendre le métier. C'était dans dans la liste des petits plus du début. Et du coup, le client était un peu plus content, un peu plus confiant que d'habitude. Donc, on a pu négocier avec le temps un peu plus les tarifs. Et on a eu plus de marge pour progresser, plus de marge pour répondre aux attentes. Et voilà. Et le cercle vertueux était lancé. Et pour moi, autant c'était l'exception dans ce cas-là, autant une boîte comme Zenica et d'autres, je vais en parler après, c'est clairement le business model du truc. C'est là-dessus que la boîte fonctionne. Et en 2014, quand je cherchais une boîte de ce style-là avant de rejoindre Zenica, j'avais identifié que Zenica sur Rennes et j'avais identifié Octo, Xebia à Paris, Ypon à Nantes, etc. Peut-être d'autres, mais plus loin. Et aujourd'hui, si je refais le même exercice en 2024, en fait, il y a beaucoup plus de noms rien que sur Rennes. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'exception est devenue plus répandue et que c'est quelque chose qui, même d'un point de vue client, ils ont compris que c'était gagnant-gagnant au final. Par contre, petit rappel utile, c'est un cercle vertueux. Donc ça veut dire que pour des personnes qui n'auraient connu que ce cercle vertueux et pas le cercle vicieux, c'est bon de rappeler que tous les avantages, donc le temps pour progresser, répondre aux attentes, mais globalement tous les avantages que ce genre d'environnement peut apporter, c'est des contreparties, c'est pas des acquis, c'est une contrepartie d'en face à apporter un service de qualité et maintenir la confiance avec le client. Et que si ça casse, l'autre partie cassera en proportion. Donc en conclusion, en fait, je ne vais pas faire de conclusion parce que j'ai plus le temps, mais je vais vous remettre la liste des petits plus condensés. Et je vais rester là-dessus parce que c'est clairement, si vous n'avez qu'une slide à retenir de cette présentation, c'est celle-là qui était la plus importante à mon sens. Et finalement, j'ai 2 minutes. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps pour les questions parce que ça s'enchaîne vite après. Mais vous pouvez toujours venir me voir après pour discuter du sujet si ça vous intéresse. Merci.